Stéphane Merlin, on va parler aujourd'hui de l'évolution des différentes formes de commerce. On va évoquer l'évolution de l'offre commerciale dans les Landes, en particulier avec toutes ses composantes. Premièrement, commençons peut-être par un petit peu de définition. Le commerce aujourd'hui, il prend trois formes lorsqu'on réfléchit souvent les boutiques, les supermarchés, on pourrait y additionner les centres commerciaux d'ailleurs, et puis le e-commerce. Est-ce qu'on peut résumer le commerce à ces trois seules formes aujourd'hui? Alors, pas tout à fait. On est sur une évolution depuis le Moyen-Âge qui, en fait, n'a fait qu'additionner des formes de distribution ou des formes de commerce. Le principe du commerce étant finalement quoi? Étant d'apporter au plus près du consommateur un choix de produits. Certains l'appellent simplement l'approvisionnement, par exemple. Mais aujourd'hui, on est dans des situations beaucoup plus complexes. Alors, il y a toujours le format boutique, qu'il soit sur la rue, commerce indépendant, classique, ou qu'il soit dans un centre commercial, dans une galerie marchande. Ok, ça c'est une part, et une part qui est là depuis longtemps. Et à une époque, on disait « Ah, le grand commerce, la grande distribution va tuer ce commerce traditionnel ». Le commerce traditionnel est toujours là, de la même manière que le grand commerce est toujours là. Et dans ce grand commerce, on va retrouver effectivement, vous disiez, supermarchés, hypermarchés, les grandes et moyennes surfaces spécialisées qui se sont beaucoup développées depuis les années 90, qui constituent aussi une sous-catégorie, on va dire, de ces établissements. Mais on a depuis beaucoup d'évolutions. On a bien sûr le e-commerce, qui constitue également un élément important, mais qui se mixe complètement avec le commerce physique, de plus en plus. Et on sait que demain, de toute façon, quasiment la plupart des acteurs seront à la fois physiques et numériques. Mais il ne faut pas oublier aussi le fait qu'on a derrière ce vocable de e-commerce, derrière ce vocable numérique, ouvert un champ de possibles beaucoup plus grand. Et notamment, on retrouve des questions de vente à distance, qui passent d'ailleurs ou pas par le numérique, mais de la vente à distance et de la vente directe de producteurs qui commencent à prendre de plus en plus d'importance, revenant un peu à des pratiques antérieures en réalité. Et vous retrouvez aussi un autre élément que moi je mettrais un petit peu à part, c'est le fait qu'on a un développement très important pour des raisons d'aspiration de la population, de sensibilité écologique, environnementale, à la question de l'achat de produits d'occasion. Et du coup, effectivement, ça veut dire qu'on a eu, bien sûr, d'abord les vides-greniers, qui n'étaient pas d'ailleurs motivés par ça, mais plutôt pour une logique de loisir, qui ont pris une place. Et puis aujourd'hui, on voit une nouvelle génération, qui sont des générations, effectivement, plutôt d'applications numériques, où on peut échanger, où on peut vendre et acheter des produits d'occasion. Et ça devient un élément très important, qui va en plus, dans les années à venir, certainement se compléter d'une évolution encore plus importante du commerce, quelle que soit sa taille, qui va être la question de passer du commerce vente de produits à la logique du commerce prestataire de services, où on peut penser qu'on va de plus en plus louer et non pas acheter. Nous y reviendrons dans la suite d'ailleurs de la présentation de cette étude, lorsqu'on parlera des grandes évolutions auxquelles il faut s'attendre et sur lesquelles il faut savoir anticiper. Tout d'abord, commençons par parler des surfaces de vente. Si vous voulez bien, on va les classer en plusieurs grands ensembles. Le premier ensemble, ce sont les autorisations données en CDAC, c'est-à-dire les projets qui sont supérieurs à 1000 m². En 2013, il y avait de très nombreux projets qui avaient émergé dans les Landes. 300 000 m² étaient alors déposés en CDAC. Où est-ce qu'on est né aujourd'hui? Est-ce que tout s'est réalisé? Alors, en 2013, effectivement, quand on avait pointé l'ensemble des projets, on était à 300 000. Et en réalité, on s'aperçoit qu'en 10 ans, c'est-à-dire en partant de 2010 jusqu'à 2020, ce n'est pas 300 000 m² au final de projets qui sont apparus, mais 600 000 m² de projets. C'est-à-dire que finalement, cette dynamique de projet, elle est encore plus forte que celle qu'on pensait. Mais attention, avec des biais qui sont introduits par le fait de déposer une demande d'autorisation. Et donc on s'aperçoit que de gros projets ont été présentés plusieurs fois, ce qui ramène en fait à peine 500 000 m². On s'aperçoit que sur ce total, 345 000 ont été autorisés, on parle de gros chiffres hein, là, mais sur ces 345 000, il n'y a que 150 000 m² qui ont été réalisés, plus 28 000 m² qui sont en cours. Mais comment vous expliquez ces écarts entre les surfaces autorisées et les surfaces réalisées?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, on avait bien mis en exergue en 2013 que la croissance de marché n'était pas suffisante pour absorber l'ensemble des projets. Et ensuite, vous avez eu aussi pendant cette période une évolution de la position des enseignes, de leur capacité à réouvrir aussi d'autres magasins. Et tout cela a amené en réalité à l'abandon d'un certain nombre de projets, au repositionnement sur des formats un peu plus courts. En fait, on s'aperçoit que ce sont plutôt les projets qui étaient des projets liés à de l'existant, en transfert, en extension, qui se sont d'abord positionnés, qui ont réussi à se faire, alors que les très gros projets de création ont eu plus de mal en réalité à trouver leur place. Stéphane Merlin, à côté des 345 000 mètres carrés autorisés par la Commission départementale d'aménagement commercial, vous notez dans votre rapport une certaine explosion de la construction de ce que vous appelez le commerce de flux, c'est-à-dire des petits ensembles commerciaux qui sont plutôt nichés le long des axes de passage. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, il faut bien prendre que juridiquement, aujourd'hui, le permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale sont parallèles, ce qui n'était pas le cas en 2013, mais ce qui a évolué. Ceci étant, si le projet fait moins de 1000 m² de vente, il n'a pas nécessité à passer devant la commission départementale d'autorisation commerciale. Et on s'aperçoit qu'au total, les demandes de permis de construire et non plus d'autorisation commerciale uniquement représentent en 9 ans 731 000 m², que sur ces 731 000 m² qui sont d'une certaine manière autorisés, non pas autorisés économiquement, mais autorisés en termes de construction, eh bien, on a 380 000 m² qui ont été commencés quasiment sur la même période, et ce seuil en dessous de 1000 m², en réalité, voit fleurir un certain nombre de petits ensembles commerciaux, ce qu'on appelle dans notre jargon des barrettes de commerce, sur lesquels, effectivement, l'emplacement privilégié sera sur les flux automobiles. Si on additionne toutes ces surfaces de vente, ça veut dire qu'elles ont augmenté peut-être davantage que la population des Landes. Tout à fait. Si on se positionne sur 10 ans, on s'aperçoit qu'on a une progression de 30% du plancher commercial. Donc c'est un chiffre très important, alors qui est composé d'éléments assez divers. D'abord, il faut bien voir que ce sont les ensembles commerciaux, les centres commerciaux, les galeries marchandes qui ont progressé. Deuxièmement, ce sont ce qu'on appelle les généralistes alimentaires, ce qu'on va appeler les supermarchés, les hypermarchés, qui ne sont pas forcément des créations nouvelles, mais plutôt des extensions. D'autant plus que l'on constate sur le département qu'il y a eu des fermetures de supermarchés, ce qui n'est pas courant, et qui montre bien aussi l'intensité concurrentielle existante. Et puis un troisième élément qui est l'univers culture, sport, loisirs, qui était un peu en retard et qui effectivement a grossi. Ceci étant, au final, on se retrouve quand même avec un volume important de locaux commerciaux de belle taille, supérieurs à 300 m², qui sont aujourd'hui inactifs et qui représentent plus de 40 000 m² de vente. Là, on parle en surface. Si on regarde maintenant le nombre de boutiques, le nombre de commerces de proximité, comment celui-ci a-t-il évolué? Là encore, derrière un chiffre global, il y a des réalités très différentes. Alors, si on prend le commerce qu'on appelle dans le jargon au sens strict, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte ni de l'automobile, ni de la restauration, on s'aperçoit qu'à l'échelle de l'ensemble du département, sur 10 ans, on a gagné 239 établissements, mais que sur ces 239 établissements de gains, en réalité, le gain est essentiellement concentré sur le littoral et en particulier sur la partie sud du littoral. Après, quand on raisonne en termes de typologie d'activité, on s'aperçoit que le principal gain et quasi l'essentiel du gain, il se fait sur l'alimentaire spécialisé. En dehors du commerce au sens strict, on est sur une très forte croissance du registre restauration, petite restauration ou grosse restauration. C'est plus de 680 établissements supplémentaires en 10 ans. Et également sur le registre de tout ce qui est autour de l'automobile ou des cycles, qui a également grossi de plus de 200 établissements, avec de nombreuses mutations. C'est là où d'ailleurs les chiffres précédents que j'ai donnés sur le plancher commercial sont à prendre avec prudence et avec finesse. C'est qu'on a eu beaucoup de transferts de concessionnaires
d'établissements automobiles qui précédemment bénéficiaient d'autorisations d'exploitation commerciale aussi, et qui aujourd'hui n'en ont plus besoin, et sur lesquels on n'a pas forcément les chiffres à jour. De quelle façon ont évolué les centres-villes des Landes pendant cette période? On a, on le sait, d'une manière générale en France, et pas qu'en France, des difficultés qui sont liées à l'organisation des centres-villes et à l'évolution commerciale des centres-villes. À cela, plusieurs explications. L'explication première, qu'il ne faut jamais oublier, qui est la question de l'urbanisation et de la périurbanisation. On ne peut pas concevoir aujourd'hui les difficultés qu'ont les centres-villes sans intégrer ce phénomène de périurbanisation et de choix de lieu de vie de la part de nos concitoyens. Aujourd'hui, vivre dans le centre d'une ville moyenne ou d'une petite ville est un choix qui ne va être fait que par une minorité de personnes. Et donc, dans ce contexte-là, ça veut dire que ce qu'on appelle la zone primaire, les gens qui habitent directement autour, ou la zone de proximité, elle a eu tendance à se réduire. Et donc, du coup, ça veut dire que les centres-villes doivent fonctionner de plus en plus, et c'est quasiment une réalité presque partout, ils doivent fonctionner avec une clientèle qui est extérieure, qui va venir vers le centre. Dans ce contexte-là, le résultat aujourd'hui, et qui n'est pas que le résultat des politiques publiques, est que un centre-ville fonctionne essentiellement sur 3 registres. Il va fonctionner sur les besoins courants, notamment alimentaires, généralement sans grande surface ou avec peu, et donc il va s'appuyer sur la zone de proximité. Donc en fonction du nombre d'habitants, ça sera plus ou moins compliqué. Il va s'appuyer sur l'équipement de la personne. L'équipement de la personne, l'habillement, chaussures, qui reste une particularité et un élément d'attractivité. Et il va s'appuyer également sur la restauration, qui est le 3e registre. La restauration, qui jusqu'à la crise était plutôt dans une phase où on voit bien que la croissance, elle devait être là. Pourquoi? Parce que on est aujourd'hui à peu près à 19% de la consommation alimentaire qui se fait hors ménage. Et en réalité, on voit bien que la tendance, qui est un peu anglo-saxonne aussi, elle est d'aller vers les 25%. Donc il y a un gain à prendre, contrairement à l'équipement de la personne. Donc ce sont des bases qui expliquent qu'aujourd'hui, un nombre important de centres-villes, 8 centres-villes qui sont tous positionnés dans les terres et non pas sur la côte, sur le département. 8 centres-villes sont en fragilité. Ils ont perdu des commerces. Ils n'ont pas forcément perdu des établissements au total. En fait, on s'aperçoit dans beaucoup de cas que la restauration a en partie ou totalement compensé la disparition d'autres offres. Stéphane, nous allons retrouver l'ensemble de ces données chiffrées sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie, www.lande.cci.fr. Mais s'il fallait résumer en quelques mots les grandes idées forces de ce que vous avez observé concernant cette dynamique commerciale ces dernières années, quelles seraient-elles? C'est une très forte croissance du plancher commercial. Parallèlement, il faut aussi retenir une fragilisation importante des centres-villes. Alors, on ne va pas forcément mettre les deux dans la même balance exactement, mais tout ça doit être pris en compte par rapport à ce qu'on a vu dans l'autre échange qui était sur l'évolution de la capacité de marché, qui a été moins rapide que celle qu'on pouvait envisager. Autre élément d'enseignement, une grosse différence entre les centralités, on va dire, qui sont sur la partie terre, et puis la dynamique que l'on rencontre sur l'ensemble du littoral, et qui est une dynamique beaucoup plus positive. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir de quelle façon nos habitudes, nos pratiques de consommation ont évolué ces dernières années, et qui plus est, si elles ont été transformées durablement ou conjoncturellement par la situation de crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Merci Stéphane Merlin. Merci.